Bien, bonsoir à tous. Alors, avant de commencer, je voudrais, au nom des organisateurs, vous remercier pour votre présence à ce colloque consacré à l'agriculture sur notre territoire. Alors, on va évidemment prolonger ce débat, cette thématique, en se projetant sur le futur et en essayant d'imaginer ce que pourrait être ce paysage agricole d'ici à l'horizon 2050. Alors, j'ai pas de boule de cristal, je suis pas Madame Irma, mais il y a des faits qui sont têtus. Des contraintes qui vont traverser l'agriculture et qui vont l'obliger. Alors l'obliger à s'adapter aux contraintes climatiques, au réchauffement climatique, c'est une donnée aujourd'hui intangible, il n'y a plus de débat, en tous les cas je l'espère. S'adapter aussi à la crise que traversent certaines filières agricoles, je pense ici particulièrement à la crise de la filière viticole avec évidemment ces centaines d'hectares que l'on voit s'arracher et qui sont aujourd'hui autant de terres disponibles. Crise aussi des vocations. Il faut bien le dire que le taux de renouvellement est très faible, très peu de jeunes pour reprendre les entreprises. Crise aussi des vocations. Ce sont des métiers qui attirent peu, qui sont peu valorisants. Et donc, c'est une crise qui est là aussi qu'il faut regarder. Et puis, il ne faut pas oublier aussi la crise Covid qui a révélé un certain nombre de faiblesses de ce secteur. Alors, c'est une exigence supérieure. C'est en tout cas une nécessité pour chacun d'entre nous, nous les consommateurs, qui allons aussi devoir s'interroger sur nos propres pratiques. Alors au moment où d'ailleurs à Bruxelles se négocie le débat sur le Mercosur, je pense que cette question est prégnante et qu'elle s'impose aussi à l'aune de notre territoire. Alors on va ouvrir ce débat sur ce constat avec mes invités que je vais vous présenter, à commencer par Nathalie Corrade. Vous êtes enseignante, chercheuse en économie à Bordeaux Sciences Agro. Et vous êtes coordonnatrice d'un programme de recherche qui s'appelle Céréalina, vous nous en parlerez tout à l'heure. François Rocher, vous êtes directeur du pôle filière agricole et diversification à la Chambre d'agriculture de la Gironde. Vous êtes expert en développement des nouvelles filières. Christian Gourouillou, vous êtes agriculteur en agroforesterie. Vous avez donc passé, vous, le cap de la diversification. Vous nous en parlerez évidemment. Enfin, Bruno de Grissac, vous êtes directeur du SMEGREG, qui est le syndicat mixte d'études de la gestion des ressources en eau pour le département de la Gironde. Vous êtes donc expert en eau et en climat. Et je crois que vous faites aussi partie d'Aclimatera, le comité régional sur le changement climatique. Et puis, je voudrais aussi excuser Céline Colin-Bélier, qui est une podologue, docteur en agronomie, et qui n'a pas pu être parmi nous pour des raisons personnelles. On a une petite pensée amicale pour elle. Alors, je vais ouvrir ce débat avec vous, Monsieur de Grissac, puisque vous êtes l'expert en climat et l'expert en eau. Alors, je sais qu'il n'y a pas de données à l'aune de notre territoire, mais vous avez des données plus larges sur le changement climatique que vous allez nous proposer pour ouvrir ce débat, au fond, pour planter le décor. Oui. Alors, c'est vrai que quand on parle changement climatique et quand on aborde cette question, on nous dit souvent 2 degrés, 3 degrés d'augmentation de la température à l'échelle mondiale. Alors, la difficulté, c'est qu'aucun d'entre nous ne vit à l'échelle mondiale et aucun d'entre nous ne vit en moyenne. Quand on dit 4 degrés en moyenne, ça ne veut pas dire grand-chose. Et bien souvent, quand on veut réfléchir ou générer l'action ou une modification des comportements sur un territoire, il faut arriver à parler de ces phénomènes à l'échelle du territoire dans lesquels les gens vivent, dans lesquels les personnes peuvent avoir une action ou peuvent subir ces changements. Pour autant, je suis obligé de partir d'une échelle qui est bien plus grande que celle qu'on peut imaginer. Et donc, pour vous dire tout d'abord que le changement climatique, c'est une affaire d'énergie avec des modifications importantes dans les échanges qui se font en termes d'énergie entre notre planète et l'espace, puisqu'en fait c'est un bilan entre l'énergie que reçoit la planète et l'énergie qu'elle réémet, qui est modifiée avec une augmentation de la quantité qu'elle reçoit et surtout une baisse de la quantité qu'elle restitue vers l'extérieur. Donc d'après le GIEC, nos rejets dans l'atmosphère se traduisent par une augmentation du flux descendant d'énergie de 2,6 à 8,5 watts par mètre carré, ce qui représente une augmentation de 15 à 20% du flux de chaleur, avec des conséquences avérées. Je dis bien avérées parce qu'on n'est plus à l'époque du scepticisme. Ceux qui nient les phénomènes aujourd'hui, on peut les considérer comme des nihilistes. Hein. Il n'y en a pas ici. Bon. Et ces conséquences avérées sur le cycle de l'eau, on va les examiner rapidement à différentes échelles. Donc, ces conséquences, d'abord, à très grande échelle,
elle concerne les circulations atmosphériques globales, avec une modification des grandes zones climatiques, et notamment pour ce qui nous concerne, un glissement vers le nord des zones désertiques de l'Afrique du Nord. Ces zones ont tendance à s'étendre et à gagner vers le nord, donc sur l'Espagne, et bien entendu vers notre territoire national. C'est aussi une modification des équilibres thermodynamiques, avec une augmentation de la quantité d'eau que peut contenir l'atmosphère. On va y venir un petit peu plus en détail dans la diapositive suivante. Et puis une modification du bilan énergétique, et puisqu'on parle d'activité agricole, de production, une augmentation de l'évapotranspiration. Donc dans le détail, on va changer encore d'échelle sur la diapositive suivante. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord, on a, du fait du changement climatique, plus d'eau apportée par les océans dans les nuages. En fait, dès que vous augmentez la température de l'atmosphère d'1 degré, vous pouvez augmenter la quantité d'eau qu'il peut contenir, augmente de 7%, 2 degrés 14%, 3 degrés 21%, et ainsi de suite. Ceci explique notamment les phénomènes pluvieux que l'on connaît, avec des précipitations qui, dans des conditions identiques, sont beaucoup plus importantes, puisque l'atmosphère contient plus d'eau, et donc les pluies sont beaucoup plus intenses. Donc des précipitations plus intenses avec des phénomènes de crues et d'inondations. Et puis plus d'évaporation sur les terres, puisque l'atmosphère demande plus d'eau et que l'océan ne lui fournit pas toujours de quoi le saturer totalement. Il y a plus de demandes de la part de l'atmosphère sur les terres, ce qui génère des sécheresses plus précoces et plus longues, des sols secs, et qui posent des difficultés, bien entendu, en termes de pratiques agricoles. Un chiffre, 11% de déficit d'humidité augmenté, le déficit d'humidité a augmenté de 11% en 30 ans sur les zones végétalisées, avec bien entendu une réduction de la croissance des plantes. Ça, ce sont des faits scientifiques que j'ai glanés dans la littérature. Et puis, pour essayer d'aller encore plus près de votre territoire, on va regarder la dernière diapositive. C'est ce qui figure dans les documents prospectifs type Explore ou Explore 2, en termes de futur du territoire en matière de ressources. Donc à gauche, vous avez l'évolution du débit moyen des cours d'eau, et vous voyez qu'on prévoit à des échelles 2050-2070 des baisses notables des débits des cours d'eau sur l'ensemble du territoire national. On voit en haut à droite une baisse potentielle de la recharge des nappes, qui constituent d'ailleurs nos ressources en période estivale. Et puis, vous avez aussi une augmentation de la durée des sécheresses notable suivant l'augmentation de température. Donc voilà les différents phénomènes auxquels nous allons être confrontés et qui vont nous amener à modifier nos pratiques, hein, que ce soit des pratiques agricoles, mais qui, en fait, dans tous les compartiments de notre vie, nous allons devoir modifier nos pratiques. Alors, nous allons devoir le faire en le décidant collectivement, ou cela va nous être imposé. Alors, nous allons subir un certain nombre d'événements, et nous allons choisir collectivement de modifier nos pratiques. Je vais prendre 2 exemples. Le ski sera un jour impossible dans les Pyrénées. Les stations dans lesquelles j'ai skié enfant, dans lesquelles mes enfants ont fait de la luge alors qu'ils étaient jeunes, aujourd'hui, il n'y neige plus, il ne neige plus à ces altitudes. Et bientôt, il faut se dire que la pratique du ski alpin dans les Pyrénées sera une activité... Alors on s'éloigne un peu de l'agriculture, mais en fait, le ski, c'est ça important. veut dire que nos pratiques vont être modifiées. Soit la nature va nous les imposer, soit nous allons choisir nous-mêmes de les modifier pour nous adapter à ces nouvelles conditions. Merci, Monsieur de Grissac. Je crois que c'est important de poser le débat du climat, parce que c'est ce qui nous occupe en premier. Alors, vous l'avez dit, le changement climatique, ça impacte déjà nos productions agricoles. Je voudrais donner la parole à Monsieur Gourgouriot, qui est donc agriculteur en agroforesterie. Alors, on a l'impression que vous avez déjà, vous, un peu anticipé le changement climatique. Expliquez-nous ce que vous faites sur votre production. Ouais, enfin, je suis viticulteur en agroforesterie, en vitiforesterie. Écoutez, sur la propriété, j'ai entamé, alors j'en suis au début, hein, c'était dans l'idée d'apporter d'abord une diversification au niveau de la culture. J'ai planté 500 arbres sur 5 hectares, alors j'ai 10 hectares au total, 5 en fermage et 5 en propriété. J'ai fait le travail sur ce que j'ai en propriété. Sur les 5 hectares, on a planté 500 arbres.
en intraparcellaire dans le vignoble, où on est parti sur une base d'arbres fruitiers. Il y en a 300 et 200 chênes verts truffiers dans l'idée de produire du truffe. On est dans un sol calcaire. Donc l'idée de ça, c'était surtout sortir de la monoculture de vignes. J'ai commencé avant qu'on soit dans cette situation de crise forte économique. Alors ça va mettre du temps malheureusement, la crise va plus vite que nous. Et surtout quand on plante un arbre, ça produit pas du jour au lendemain, donc ça va prendre un peu de temps. Mais grosso modo, on va dire que les 5 hectares, je les ai transformés petit à petit pour que ils soient plus résilients au niveau de la culture. Moi, j'ai commencé par replanter des haies. C'est la première chose que j'ai fait autour de mon vignoble. Après, j'ai commencé donc à mettre des arbres. J'ai fait aussi des mares à l'intérieur de la propriété. Tout ça dans l'idée d'essayer de limiter l'impact, parce que les arbres vont faire une sorte vont climatiser un petit peu la culture. Ça, c'est pour la partie aérienne. Ils vont aussi m'apporter des systèmes mycorhiziens, donc des champignons qui sont associés aux racines et qui permettent à la plante de mieux gérer, de mieux explorer le sol. Voilà. Après, j'ai des techniques agroécologiques qui font que mon sol est couvert en permanence pour justement avoir une émission de carbone, donc augmenter sa capacité de rétention en eau, limiter l'érosion, ce genre de choses. Alors merci François Rocher. Alors Monsieur Gargouillou. François Rocher, on entend là que c'est une façon de répondre à cette problématique du changement climatique. Vous êtes donc directeur de la filière agricole à la Chambre d'agriculture. Ce sont des initiatives que vous soutenez, j'imagine. Alors qu'est-ce que vous faites aujourd'hui à la Chambre d'agriculture pour aujourd'hui chercher des solutions justement à cet impact climatique ? Alors c'est une des missions qui nous occupe. Au départ, la demande de nos viticulteurs était surtout de voir comment les aider à passer le cap et être peut-être un peu moins viticulteur et un peu plus... se diversifier, vous voulez dire. Voilà, se diversifier. Donc, on a étudié tout un tas de filières. Bon, ce qu'a dit Bruno de Grissac est vrai. La seule chose, c'est que chaque fois qu'on voit un viticulteur et qu'on lui propose une de nos nouvelles filières, la première question qu'on lui pose, c'est « Avez-vous de l'eau ?» Parce qu'en fin de compte, on se rend compte que pour beaucoup de production agricole, même de diversification, sans eau, ça va être compliqué. Donc là, effectivement, ça va vite être un sujet qui va être important. Là ce matin, il y avait le salon Vinitech et il y a des collègues qui sont venus parler du houblon pour voir si on pouvait diversifier pour le houblon. Et le gars a commencé son entretien en disant « Si vous n'avez pas d'eau, n'imaginez pas faire du houblon en Gironde. » Donc voilà. Et je peux vous dire la même chose sur les fruits. Je peux vous dire la même. Donc le sujet de l'eau va être vraiment le D'accord. On va l'aborder cette question de l'eau qui est prégnante et qui est importante pour se projeter sur le futur. Mais je voudrais donner la parole à Nathalie Corrade, puisque je disais en préambule que la crise agricole a libéré beaucoup d'espace et que cet espace-là, on va devoir l'utiliser. Vous travaillez, à la reterritorialisation, c'est dur à dire ça. Est-ce que c'est un sujet pour vous, ça ? La reterritorialisation, oui. Mais justement, ces terres agricoles qui sont en jachère. Alors, en tous les cas, ce sont des questions qui se posent à la fois pour les chercheurs, mais aussi pour les acteurs, en fait. C'est que vont devenir ces terres qui vont être délaissées par l'arrachage de la viticulture. Donc, tous les acteurs se posent la question. Nous, en matière de recherche, effectivement, du coup, quand on travaille sur ces sujets, qu'on observe que des terres vont être libérées, on se pose la question de, alors, est-ce qu'elles vont pouvoir être utilisées pour, alors je vais utiliser ce mot, ne voyez pas une provocation, mais ce qu'on appelle l'agriculture nourricière. Alors, celle qui va nous alimenter directement, parce que effectivement il y a le sujet de l'eau, mais il y a un sujet fondamental qu'on pense avoir résolu, qui est quand même celui de la sécurité alimentaire. Et il n'est pas si résolu que ça, en fait. Cette question, elle n'est pas si résolue. Donc du coup, on se pose cette question-là et on sait bien, et je trouve, il y a le sujet de l'eau, mais il y a d'autres sujets qui montrent que ça pourrait paraître évident de dire, c'est pas compliqué, des terres qui sont libérées, donc il n'y a qu'à faire de l'agriculture nourricière. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que
parce qu'il y a des voilà, est-ce que ces terres peuvent accueillir de l'agriculture, même si des tas de spécialistes, des tas d'agronomes seraient capables de dire que bon, on peut faire de l'agriculture nourricière un peu partout si tant est que la technique et les moyens pour le faire sont présents. Donc je vois bien que la limite de l'eau de toute façon est une question, mais il y a aussi la question du changement, c'est-à-dire que ceux qui sont viticulteurs sont des viticulteurs, et un viticulteur c'est pas un maraîcher, c'est pas un éleveur. C'est pas et donc il y a la question du changement, et on pourrait rajouter là-dessus des choses aussi qui relèvent plutôt de la sociologie et de l'anthropologie, hein, et qui posent question de cette capacité au changement que vont avoir même ceux qui ont envie éventuellement de se diversifier, quoi. Voilà, oui, c'est un sujet. C'est difficile de changer de mentalité. Je vous voyais, Monsieur Rocher, opiner du chef. C'est-à-dire que c'est difficile au fond, c'est des professions qui sont ancrées, la viticulture. Faire changer les mentalités, c'est pas simple. C'est exactement ce qu'a dit ma voisine. C'est ce qu'on vient de vivre à la Chambre d'agriculture, où au départ, on a réuni des fameux ingénieurs agronomes en disant qu'est-ce que vous voulez mettre sur... Donc on a eu plein d'idées, hein. Il y a eu au moins 14-15 filières qui sont arrivées, les noisettes, les machins, les trucs. Et on est parti avec notre bâton voir les viticulteurs, et on s'est rendu compte vraiment que les filières c'est bien, mais l'homme c'est le plus important, c'est-à-dire que les viticulteurs qui ont pratiqué ce métier, qui en ont vécu et bien vécu pendant des années, ne sont pas prêts tous à changer et à devenir soit des éleveurs, soit des céréaliers, soit d'autres filières. Là où on avance le plus vite, c'est les quelques qui étaient restés viticulteurs et avec d'autres productions. J'étais un petit éleveur, je redeviens un moyen éleveur. J'étais un peu céréalier, j'en fais un peu plus en diminuant la vigne. Ça, on crante et on avance. Et ça, on le remarque sur le territoire déjà. Oui, on a des exemples, et c'est là où on a des succès. Après, aller voir un viticulteur pour lui dire « Est-ce que vous voulez ça? Est-ce que vous voulez ça ?» Ça commence tout de suite. Non, 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 je peux pas. Non, je veux pas. Non, c'est pas possible. Non, non, non. Donc là, pour le moment, on sent que c'est encore... c'est humain, hein, je les respecte beaucoup, hein, c'est terrible ce qu'ils vivent, hein, mais il faut déjà qu'ils fassent le deuil de cette production, vérifier que déjà ils peuvent pas faire mieux la viti, et avant de passer à autre chose. Mais on va peut-être y arriver avec eux ou avec d'autres, mais on va pas laisser... On essaiera de voir d'ailleurs quelles sont les productions possibles pour l'avenir, parce que c'est un peu le sens du débat. Alors sans aller jusqu'à savoir si notre territoire ressemblera au sud de l'Espagne avec des oliviers ou des orangers, pourquoi pas. Avant d'aborder cette question, je voudrais qu'on revienne sur la question de l'eau, qui est une question fondamentale, puisqu'on ne peut pas se projeter sur l'avenir sans parler de l'eau. Alors, Monsieur de Grissac, vous avez fait tout à l'heure un exposé. Je voudrais que vous nous expliquiez ce qu'est la ressource en eau, ici sur ce territoire. Quelle est sa qualité? D'où elle provient? Est-ce qu'elle est rare? Est-ce qu'il va falloir la gérer avec parcimonie? Est-ce que les agriculteurs en auront autant qu'ils en ont? Alors, on a une chance... En tant que Girondin, on a une chance, et sur ce territoire notamment, c'est la diversité des ressources dont nous disposons. Nous avons des ressources superficielles abondantes. L'estuaire, ne serait-ce que la Gironde en elle-même est une ressource, même si sa qualité n'est pas au rendez-vous pour tous les usages. Nous avons des cours d'eau superficiels, nous avons des eaux souterraines, et nous avons de nombreuses nappes souterraines qui d'ailleurs expliquent que l'approvisionnement en eau potable du département de la Gironde a une particularité unique sur le territoire national, c'est que 97% c'est de nappe profonde. Oui, de l'eau du robinet, c'est de l'eau souterraine, et les 3/4, c'est de l'eau de nappe profonde, c'est-à-dire que ce sont des eaux qui ont plusieurs milliers d'années, et donc qui sont exemptes de toute pollution liée à l'activité industrielle actuelle. Il y a un paradoxe d'ailleurs girondin lié à l'agriculture, c'est que nous sommes dans le département qui utilise le plus de produits phytosanitaires, et c'est l'endroit où on en trouve le moins dans l'eau potable. Donc, mais parce qu'elle est très profonde, c'est ça. Voilà. Mais là, je vous parle de l'eau potable, mais en fait, l'agriculture, elle, va utiliser des ressources plus superficielles. Pourquoi? Parce qu'elles existent, elles sont disponibles, et que l'eau potable peut, elle, aller chercher l'eau plus loin. Et on est sur un territoire où il y a très très peu de conflits d'usage entre l'industrie, l'agriculture et l'alimentation en eau potable. À ce jour, nous n'avons pas de conflit d'usage. Mais justement, les changements que j'évoquais, et notamment sur ce territoire, commencent à nous interroger, parce qu'on voit que le changement climatique va influencer certaines de ces ressources, que nous avons une croissance démographique qui nous interroge sur les ressources que nous pourrons mobiliser pour alimenter les populations du futur en eau potable,
Et donc, sur la disponibilité de la ressource pour d'autres usages que sont l'industrie ou l'agriculture. Mais on vient de le voir. On a une agriculture aussi qui est favorable à la gestion de l'eau. La viticulture n'a pas besoin d'eau. Si on s'est posé la question il y a déjà plus d'une décennie de dire tiens, et si l'agriculture se mettait à irriguer les vignes, eh bien il faudrait autant d'eau que toute la production d'eau potable girondine. Donc on doublerait quasiment les prélèvements dans les nappes. Combien on consomme chaque année ? En Gironde, il faut à peu près 120 à 130 millions de mètres cubes pour alimenter 6 millions, les 1 600 000 habitants du territoire. Voilà. Et donc sur ce territoire, on s'interroge quand même sur l'émergence éventuelle de conflits d'usage et les questions se posent, notamment les services d'eau potable nous les posent clairement, de savoir quelles sont les ressources qu'ils pourront mobiliser pour demain, mais d'autres acteurs nous interrogent sur quelles sont les ressources que je pourrais mobiliser pour des circuits courts d'alimentation du territoire. J'entends que vous dites qu'au fond, l'agriculture ne consomme pas trop d'eau sur le territoire. La vigne, ça ne s'arrose pas. Donc on n'est pas une agriculture qui est très consommatrice d'eau. Enfin, je pose la question à M. Rocher. C'est-à-dire que la viticulture n'a pas besoin d'eau et que le reste de l'agriculture qui, elle, aurait besoin d'eau, a des ressources, mais elle n'est pas en concurrence sur ces ressources avec l'alimentation en eau potable. Donc on est dans un certain confort. Mais il faut s'en méfier parce que ce confort, justement, nos marges nos degrés de liberté vont diminuer du fait du changement climatique qui va influencer le comportement de ces ressources. D'accord. Ça, c'est tout l'intérêt de chercher des productions qui sont peu consommatrices en eau. On va y revenir avec vous, M. Rocher, mais je voudrais donner la parole à M. Gongouriot. Donc là, on entend bien qu'il y a des incidences immédiates sur la vigne, puisqu'on voit bien qu'il y a une crise. Est-ce que les cépages sont adaptés justement à l'évolution du climat ? Je dirais non, pas forcément. Enfin, on est sur notre secteur plutôt merlot et le merlot, il a ses limites sur plein de choses. Et forcément, il y aura une évolution des cépages plus ou moins rapidement vers d'autres, mais on a des solutions. Sur les cépages, alors, je ne sais pas jusqu'à quel degré, mais entre les vieilles variétés bordelaises qu'on avait un peu oubliées et que certains essayent de redévelopper et qui apportent des solutions, sans même aller chercher dans l'exotique, hein, des petits verres d'eau, des Malbec ou des Carménères peuvent apporter certaines solutions. Voilà, le merlot, c'est sûr la surface de merlot risque de diminuer fortement. Voilà, ça c'est sûr, parce que déjà la gestion en termes de maladies, de sensibilité aux maladies est quand même, il est hypersensible et devient de plus en plus sensible. Plus il fait beaucoup de degrés, et donc voilà, son avenir est compté à mon avis. Mais on a des solutions de ce côté-là. Alors c'est sûr, hein, et puis même au niveau, il y a d'autres cépages qui arrivent. Moi je parle que des cépages bordelais, mais on peut planter maintenant du Touriga national, on peut planter de la Syrah, on peut planter des choses qui viennent d'ailleurs. Là pour ça, la filière a commencé à évoluer, à réfléchir au niveau cépage. Donc ça, pour moi, c'est pas, entre guillemets, c'est pas un souci. C'est pas un souci. Alors, on a évoqué évidemment la question de l'eau, mais il y a la question des sols. Alors, je regrette parce que Céline Colin-Bellier n'est pas là, donc expert en la matière, mais peut-être que Monsieur Rocher, vous pouvez la suppléer, parce que au fond, la terre, c'est le substrat qui accueille la plante, donc c'est l'origine, si j'ose dire. On peut supposer que le changement climatique, ça va aussi impacter la nature des sols, j'entendais ça. Est-ce qu'il y a une cartographie justement des sols où on va peut-être identifier certains sols qui sont plus adaptés à des plantations et que finalement on va mettre en adéquation avec les choix qu'on fera dans l'avenir? Ça c'est déjà le cas, hein, parce que bon, il y a entre les sols sableux, les sols argileux, les situations gélives, les pentes. Enfin, l'agriculteur, il faut compter sur son bon sens. Et généralement, il a déjà compris. S'il sème du maïs dans des sables sans irrigation, le 15 juin, la moisson est faite. Hein, donc voilà. Donc le bon sens paysan, il est quand même toujours là. Non, ce que ressent l'agriculteur maintenant, c'est beaucoup plus
les conséquences du changement climatique par rapport au trop d'eau. Hein, l'exemple de cette foutue année 2024, hein, c'est l'année du trop. Hein, trop d'eau, trop sec, trop chaud, trop froid. Enfin, on a tout eu en trop. C'est la crainte d'ailleurs de l'évolution du climat. Oui, voilà, c'est la gestion du trop qui est ultra compliquée, surtout quand les gens sont spécialisés. Bon, moi, je viens du monde de l'élevage. Là, dans l'élevage, on se prend en pleine face de nouvelles maladies là, qui arrivent liées aussi au changement climatique, hein, des moucherons qui arrivent d'Afrique du Nord et qui nous ont amené de belles cochonneries. Donc tout ça, on le subit et il va bien falloir s'adapter. Hein. Donc peut-être même plus que le sol qui lui est là, c'est tout le reste qui va nous impacter. D'accord. Monsieur de Grissac, vous voulez rajouter? Oui, je vais rajouter que le sol, c'est un des endroits où l'on va stocker de l'eau, bien entendu, sur le court terme, et puis la nappe qui est en dessous, c'est là où on va le stocker pour des périodes plus longues. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que quand même l'aménagement du territoire dans sa globalité depuis plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, c'est ce qu'on appelle l'assainissement, c'est-à-dire faire en sorte que l'eau ne reste pas sur les terres, que l'on puisse les remettre en culture le plus vite possible. Et donc, vous parlez des bassines, là, on peut construire une bassine éventuellement? Non, c'est en fait le drainage des terres agricoles pour permettre à l'agriculteur de rentrer très tôt dans la saison, faire son semis et y travailler correctement. En matière de viticulture, sur le territoire girondin, on a abondamment drainé les terres viticoles pour améliorer la qualité de la production. Et aujourd'hui, on se retrouve face à un défi qui est de dire, finalement, on n'a plus assez d'eau. Et donc tout cet aménagement qui a mis plusieurs siècles à être mis en œuvre et qui a été accéléré va être remis en cause. Et on se retrouve encore sur une difficulté. Tout à l'heure, on évoquait la difficulté liée à faire évoluer dans sa globalité les pratiques agricoles. On est sur un tanker on va pas lui faire un virage à 180 degrés dans un délai très court. On ne va pouvoir modifier son cap que petit à petit pour avoir un nouveau modèle agricole dans plusieurs décennies. Et là, on se retrouve aussi confronté à plusieurs siècles d'un aménagement du territoire qui a fait en sorte d'éliminer l'excès d'eau qui gênait les pratiques agricoles. Donc, et qui est lié au sol. Et donc c'est toute cette approche qui doit être remise en cause. Alors sur la gestion de l'eau et toujours la viticulture, nous, ça fait quelques années qu'on est préoccupé par une pratique que l'on voit apparaître. Alors en Gironde, on a la chance, on n'a pas le droit d'irriguer la vigne pour la production. En revanche, on peut, dans certains cas, l'irriguer pour la sauvegarder quand elle est en période très très chaude. Et on a vu, en 2022, de l'irrigation de la vigne se mettre en œuvre, et notamment à partir d'eau potable. Donc là, on s'interroge parce que le coût d'accès à l'eau potable est quand même pas négligeable, et quand c'est pour irriguer de la vigne, alors qu'on est déjà en difficulté, en tension sur la ressource pour l'eau potable pour l'alimentation humaine, on dit si ces pratiques devaient se multiplier, on va être confronté à des difficultés beaucoup plus importantes qu'on ne l'imaginait. J'imagine, François Rougère, que c'est un des aspects que vous considérez quand vous êtes dans des recherches de filières. Est-ce qu'on peut, au fond, en se projetant, se dire que bon, sur ces territoires aujourd'hui qui sont libérés, il y aura des productions qu'on ne connaît pas? Pourquoi pas? C'est-à-dire qu'au départ, quand on discute avec quelqu'un qui a des terres, on commence déjà, lui le premier dit bon, on va faire simple, on va faire du foin. Bon, ok, le foin, on veut bien un peu, mais bon, il va falloir qu'on ait beaucoup de vaches et surtout beaucoup de chevaux pour que tout ce foin. Il n'y a pas beaucoup d'élevage. Est-ce que c'est au fond une possibilité? Pardon? Il n'y a pas beaucoup d'élevage. Une des pistes qu'on développe, c'est effectivement de remettre de l'élevage. Mais bon, vous l'avez dit au début, il y a une notion culturelle. En gros, tous ces viticulteurs, ils ont été très contents de se débarrasser de l'élevage quand ils sont devenus viticulteurs. Là, revenir éleveur, pour la plupart, c'est une régression et c'est avec. Ça veut dire que c'est pas avec eux qu'on va le faire, c'est avec une nouvelle génération de. Peut-être leurs enfants, peut-être d'autres, mais. Franchement, un viticulteur, quand on leur dit de l'agneau de Pauillac, on en cherche tant qu'on veut, engraisser des génisses, du bœuf de Bazas, on peut vous en mettre demain, ils font pouf.
Donc là, il y a une certaine inertie qui est liée à la génération des mais ça peut changer. C'est pas évident. Mais effectivement, c'est une solution aussi bien pour du canard gras, de la volaille, du porc plein air. Enfin, on a plein d'idées qu'on leur propose, et c'est là où on sent qu'on n'a pas. On n'est pas très sexy avec nos idées là pour le moment. Hein. Donc, oui, mais effectivement, c'est souvent des nouveaux agriculteurs ou des fils d'agriculteurs qui nous suivent sur ces sujets-là. Une génération nouvelle qui est plus ouverte. On pourrait parler de l'agrovoltaïsme parce que c'est. Alors, je ne sais pas si c'est un débat qu'il faut ouvrir, mais en tous les cas, c'est un débat qui pose problème et qui mérite qu'on en parle. Qui veut en parler, Nathalie, peut-être? C'est toi. Comment dire? Alors, moi, d'abord, je voudrais rebondir sur quelque chose qui a été dit avant, si je peux me permettre. Parce que vous disiez effectivement, et je suis d'accord, hein, qu'on ne peut pas faire le changement à 180 degrés, et voilà. Néanmoins, j'ai quand même envie de dire qu'on pourrait aller beaucoup plus vite. Hein, si effectivement les orientations politiques pour l'agriculture étaient celles qui devraient être celles qui doivent être. Donc voilà, juste parce que je veux juste finir parce que quand même moi je m'appuie sur des faits qui sont têtus quand même. Hein. Quand après la Seconde Guerre mondiale on a demandé à l'agriculture de changer et on l'a fait changer, ça a été très vite avec des moyens hyper importants. Et elle a changé très vite. Et les agriculteurs alors ils ont attendu de voir pour certains comment ça se passait, mais n'empêche que ça a été très vite parce qu'en fait ça a pris quoi? 62 c'est la PAC, 73 c'est bon, c'est fini quoi. Ça y est, on y est. Et donc, c'est 10 ans en fait, voilà. Et bon voilà, je tenais quand même à dire ça, c'est que voilà, il y a des moyens aussi de pousser, hein, de pulser le changement quoi. Bien, c'est dit. Vous voulez répondre? Oui, non, je voulais réagir. C'est que on voit se confronter le besoin de changement collectif, on l'a bien identifié. On le confronte à des situations individuelles. Et moi, je comprends très bien qu'un agriculteur qui, depuis 35 ans, pratique la même agriculture, n'ait pas envie de changer. Et vous l'avez évoqué, ça se fait à l'occasion d'une session, d'une succession. Et donc, on peut aller vite, mais faut-il encore qu'on sache collectivement où on veut aller? Et c'est ce que vous avez dit, l'air de rien. C'est que personne ne nous a raconté encore, on ne nous a pas fait de récit sur ce que serait l'agriculture de demain. Et donc on se retrouve confronté avec... On ne peut pas emmener les gens si on ne leur raconte pas une histoire qui les entraîne. Je suis d'accord, hein, mais on n'a pas le récit, mais quand même on a quand même des gens qui travaillent effectivement, et d'ailleurs vous en faites partie, hein, du coup, et qui disent, à défaut de dire quelle est l'agriculture vers laquelle ils pourraient aller, c'est quand même quelle est l'agriculture vers laquelle on devrait aller, à tout le moins. Mais pour vous, c'est plutôt une agriculture de proximité, circuit court? Pas que, non, je pense pas que, parce que, moi, je travaille effectivement beaucoup sur donc la reterritorialisation de l'agriculture et de l'alimentation, et donc effectivement avec cette entrée sur la proximité, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre. Hein, en tant que chercheuse, pourquoi il y a ces mouvements de reterritorialisation de l'agriculture et de l'alimentation? Qu'est-ce que ça dit effectivement du développement agricole? Qu'est-ce que ça entraîne comme changement? Et qu'est-ce que ça entraîne comme à la fois, je dirais, comment dire, processus positif et mais aussi difficulté, hein, parce que aller vers de la proximité, c'est pareil, ça paraît assez évident, mais là aussi, on est dans un modèle donc. Aller vers des modèles comme cela, ça quand même interpelle. Mais ça ne veut pas dire, faut faire attention, parce que moi je dis tout le temps, la reterritorialisation, c'est effectivement une voie possible, mais l'hyperlocalisme, c'est dangereux. Monsieur a utilisé un mot tout à l'heure sur lequel moi je travaille beaucoup là maintenant, qui est la résilience. Hein. Vous avez dit, pour être résilient, voilà ce que j'ai mis en place. Et donc quand on veut parler de résilience, en fait, la question le repli sur soi n'est pas forcément un facteur de résilience, quoi.
Hein, donc garder du lien, et ça pose aussi la question des solidarités interterritoriales quand on travaille sur les questions de reterritorialisation de l'agriculture et de l'alimentation, de sécurité alimentaire des territoires, puisque c'est là-dessus moi que je travaille, se pose la question de la solidarité interterritoriale. On est sur un territoire qui a une démarche alimentaire territoriale, hein, qui veut effectivement plus nourrir, je vais pas dire mieux, je vais dire plus nourrir, hein, sa population avec de la production locale. Mais attention, si tous les territoires se mettent à se replier sur eux pour nourrir leur population avec leur propre production, d'abord, alors là, je me retourne vers les spécialistes quand même de l'agriculture, du foncier, etc. Bah, il va falloir peut-être pousser les murs pour trouver du foncier. Et puis au-delà de ça, ça pose la question, voilà, de la fermeture. Or, la fermeture, c'est pas souhaitable en fait. Donc, la proximité n'est pas, n'est pas antinomique avec de l'ouverture, quoi. Voilà. Oui, d'accord, mais comme dans tous les domaines d'ailleurs. Je voudrais, Monsieur Gourgouillou, j'avais abordé le sujet de l'agrovoltaïsme. Est-ce que c'est pour vous, parce qu'on voit bien qu'il y a une crise dans votre milieu de la viticulture, est-ce que c'est une solution pour vous ? Moi, je vais vous dire, j'avais un projet comme ça, mais qui était de mettre des panneaux sur la vigne. Alors moi, l'idée, c'était pas tellement la production agrovoltaïque qui m'intéressait, mais c'était justement la protection et faire c'était une ombrière, quoi. Une ombrière, c'est ça. Bon, il y avait 50 arts, ça n'a pas pu se faire. Dommage. Mais il y avait plein de choses qui m'intéressaient en plus, qui étaient voilà, faire de l'ombre sur la vigne, gérer l'ombre sur son vignoble. Il y avait une possibilité aussi de limiter les impacts de gel, mais je suis pas très géliste sur mon coteau. Il y avait la possibilité de mettre un filet paragrêle ou un filet paramildiou qui m'interpellait beaucoup. Donc en fait, il y avait des choses qui m'intéressaient. Et, mon côté un petit peu ingénieur me faisait réfléchir à cette possibilité-là. Après, je pense que l'agrivoltaïsme, pourquoi pas, mais il faut pas que ça bouffe de la terre agricole, quoi. Justement, voilà. Et après, bon, il y a l'impact sur le paysage, mais rien n'est neutre, donc. Oui, faut savoir ce qu'on veut. On peut craindre que ça dénature le paysage, mais le législateur le permet. Moi, c'est pour ça que ça s'est opposé. Il permet l'installation. Moi, clairement, on s'est opposé parce que on considérait que ça dénaturait le paysage. Ouais. Voilà. Mais il y a presque un paradoxe à ce que le législateur soit contraignant par ailleurs, mais qu'il libère de l'espace agricole au bénéfice de ces panneaux photovoltaïques, avec évidemment peut-être ce que vous dites, la crainte que le paysage soit dénaturé. Mais il peut y avoir une tentation pour répondre à cette crise. Monsieur Rocher. Oui. Vous avez ça, vous ? Alors, je ne vous cache pas qu'à la Chambre d'agriculture, c'est un sujet, vous dites ce mot-là, on est là jusqu'à minuit. Hein. Donc, non, c'est on a vu l'évolution, c'est-à-dire qu'au départ, c'était opposition systématique de nos élus à tout projet, alors quand ça s'appelait photovoltaïque, hein, c'était donc les centrales au sol, là, et là, c'était vraiment un débat idéologique, c'est non, non, non et non, ça mange de la terre agricole, c'est non. Et arrivé là, le concept maintenant d'agrivoltaïsme, avec donc des panneaux qui permettent, qui sont orientables, qui sont plutôt mieux insérés dans le paysage, qui des fois ont des utilités. On a un exemple dans l'entre-deux-mer d'un producteur de volailles qui a fait des ombrières photovoltaïques avec des filets qui ont permis que la faune sauvage ne vienne plus lui amener la grippe aviaire. Enfin voilà, il y a des choses positives qui arrivent avec l'agrivoltaïsme. La seule chose, c'est que le législateur veut que ça aille très vite, donc a mis des gros moyens, donc avec des gros chèques et donc des grosses sommes que les gens s'imaginent gagner beaucoup d'argent sans beaucoup travailler. Et donc du coup, c'est quand même conflictuel. Il y a des dossiers sérieux, il y a des dossiers totalement bidons, mais là on devient de plus en plus fort pour les choper, les dossiers bidons. Ceux qui nous disent on va faire de l'agneau de Pauillac et qui achètent 3 moutons et puis que l'année d'après ils sont plus là. Bon, là on s'est fait avoir une fois, maintenant c'est bon. Donc, mais le sujet de l'agrivoltaïsme fait partie de la diversification, on l'assume, mais quand c'est fait intelligemment, que ça soit accepté par le voisinage, parce que ce que vous avez vécu, malheureusement, c'est... Vous avez la main ? Alors, on fait partie d'une commission là qui statue, mais
vous savez, maintenant, on a des exemples, hein, c'est-à-dire que même s'il y a des accords, il suffit d'un collectif de voisins qui s'opposent au projet et tout repart à zéro. Hein. C'est archi compliqué. Et de l'agrivoltaïsme tel que j'en parle en Gironde, pour le moment, on a très peu d'exemples. On a énormément de projets. Il n'y a rien de concret pour le moment. On espère, certains de mes collègues disent que quand on aura 10 projets, on faudra être content. Est-ce que c'est ça? Mais on est un peu open, on écoute, mais en étant très vigilant. On dit souvent que le diable se cache dans les détails, mais l'agrivoltaïsme, comme le photovoltaïsme en général, aussi bien que l'éolien, il pose des difficultés ou il pose des questions en termes de gestion des ressources. L'agrivoltaïsme, eh bien, il va falloir poser des panneaux, il va falloir les fonder. Alors, quel type de fondation? Est-ce qu'elles sont simplement posées au sol? Est-ce que c'est des longrines posées au sol? Est-ce qu'on commence à faire des vraies fondations? Et donc, dès qu'on se pose ces questions, on entre dans des domaines où on va modifier justement le sol localement et sa capacité de rétention et sa capacité à transférer l'eau vers la nappe. De la même manière, quand on voit une éolienne, on n'imagine pas la quantité de béton qu'il y a sous une éolienne. Une éolienne, en règle générale, c'est au minimum 40 à 50 forages d'une vingtaine de mètres de profondeur remplis de béton pour qu'elle ne bascule pas au moindre coup de vent. Et donc ça peut, alors ça n'existe pas chez nous, mais en Poitou-Charentes, pas loin, ça peut considérablement modifier les écoulements souterrains et priver les populations d'une partie de leurs ressources. Donc tous ces projets ont des conséquences, comme j'évoquais tout à l'heure, le drainage agricole, bien là aussi ce sont des pratiques qui peuvent avoir des effets délétères et qu'il faut examiner dès le départ, sans pour autant s'opposer à leur développement, hein, parce qu'elles présentent un intérêt. Ce qui soulève quand même une question de fond, hein, parce que moi j'avais commis un tout petit papier là-dessus, parce que on m'a poussé à écrire un papier sur ce sujet-là, c'est voilà, transition énergétique, transition agroécologique. Bon, eh ben, la compatibilité entre les deux, c'est pas si évident que ça, quoi. Voilà. Quand on creuse. Et pas que sur l'agrivoltaïsme, hein, d'ailleurs, hein, sur la méthanisation, sur voilà, l'éolien, etc. C'est un vrai problème, quoi. Oui, donc il y a un risque avec l'agrivoltaïsme, vous avez remarqué. Est-ce qu'il y a des pratiques qu'il va falloir laisser de côté, Monsieur Rocher, renoncer à une certaine forme d'agriculture? Est-ce qu'il y a des domaines qu'on va laisser en jachère parce que c'est plus possible, c'est plus adapté au changement climatique? Disons qu'il n'y a pas de grand soir. Les choses ont déjà beaucoup évolué. Hein. Moi, j'arrive à 60 ans, j'ai toujours travaillé en Gironde. Quand je suis sorti de l'école où travaille madame, j'avais appris tous les désherbants. Hein. Je les connaissais par cœur. Et faire 10 000 kilos de lait à une vache, c'est ce que j'avais appris. Bon, on est 30 ans plus tard. Le métier a énormément changé. Les agriculteurs ont déjà beaucoup évolué. Il y en a un dans la salle là, qui doit sourire quand il m'entend parler, parce qu'il a fait sa révolution, lui. Et donc, du coup, je pense qu'il n'y a pas... Enfin, il ne faut pas dire qu'il y a aujourd'hui et demain. C'est une évolution lente. Oui, l'agroécologie, ça rentre dans les têtes. Alors, pas par le côté punitif, hein, parce que, bon, vous voyez l'état d'esprit des agriculteurs en ce moment par rapport à toutes les contraintes, ils n'aiment pas trop. Par contre, quand on arrive à les convaincre, c'est beaucoup plus simple, quoi. Votre question était, est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut plus faire? Oui, alors, je l'ai dit tout à l'heure, dans la vie de tous les jours, il y a des choses qu'il ne faudrait plus faire, puis il y a des choses qu'on ne pourra plus faire. J'ai évoqué le ski, mais je vais prendre un autre exemple, parce qu'on parle beaucoup d'eau, mais il n'y a pas que l'eau qui est importante dans la production agricole. Et je vais prendre un exemple sur lequel moi j'avais écrit un article à dessein, c'est la production de maïs semence. Alors le maïs, la semence, c'est indispensable d'avoir de la semence récoltée une année si vous voulez pouvoir cultiver l'année suivante. Pas beaucoup d'eau, il n'y a pas besoin d'eau. Alors si vous faites de la semence de maïs, vous allez avoir besoin d'eau. Et ce qui fait que dans certains départements, ce n'est pas le cas en Gironde, mais c'est le cas en Lot-et-Garonne, le maïs semence est une culture dérogatoire. Même quand vous avez les pires sécheresses, vous avez le droit de l'arroser. Ça a été le cas en 2022. Où le Lot-et-Garonne a pu arroser autant qu'il voulait les parcelles spécialisées en maïs semence. Et ça n'a pas marché. La récolte a été quasi nulle. Pourquoi? Parce qu'il a fait trop chaud et que le maïs a avorté de lui-même. Et donc ça doit nous interroger sur est-ce que les cultures que l'on pratique aujourd'hui sur notre territoire sont les cultures que l'on pourra pratiquer demain. Donc il y a des choix à faire, mais il y a aussi la nature qui va nous en imposer ou qui va nous empêcher de continuer à faire ce qu'on voulait faire aujourd'hui. D'où cette question de
on y revient, quelle est l'agriculture de demain, pour laquelle on a des orientations, mais on n'a pas de vision globale du sujet. Si on devait résumer, parce que je crois qu'on a pratiquement, on est pas loin de la fin de notre débat, on va donner la parole à la salle pour faire un petit échange d'un quart d'heure, 20 minutes, mais je veux pas précipiter la fin du débat, mais si on devait, au fond, résumer nos propos, j'ai entendu diversification, important, accompagnement, et puis la gestion, évidemment, de l'eau, des territoires. Ce sont les mots-clés de l'agriculture de demain. Est-ce qu'on peut aussi parler de ceux qui vont la faire? On n'en a pas trop parlé, c'est-à-dire les agriculteurs il y en a quelques-uns dans la salle. Vous disiez que la génération était difficile à bouger, que bouger les consciences, c'est pas facile. On se demande qui va faire l'agriculture demain, parce qu'il y a au fond un problème de régénération. Il y a beaucoup de vignes, enfin de fermes qui ne sont pas reprises. Il y a aussi, je disais tout à l'heure en préambule, des problèmes de main-d'œuvre, avec des métiers qui ne sont pas valorisés. C'est une question aussi pour l'avenir. Monsieur Rocher, j'ai donné la réponse peut-être dans la question. Oui, c'était déjà bien. Ouais. Je dis oui, ça vous va? Ouais. Non, mais où est-ce qu'on va les trouver? C'est ça. Oui. Bon, le tout, c'est que il faut pas parler des agriculteurs avec un grand A. Moi, les gens que je côtoie, il y a ce qu'on appelait nous les agromanagers là, qui sont faits pour travailler avec les grosses coopératives et faire des grosses surfaces. Ils sont toujours là et on en a besoin. À côté, on sent qu'ils sont en train de réfléchir à une autre forme d'agriculture, peut-être plus tournée vers les circuits courts, peut-être plus tournée vers la polyculture élevage, et là, c'est là qu'il faut accompagner l'agriculture. On n'a pas de feuille de route, on l'a bien dit, mais pour moi, c'est évident qu'elle sera multiple. C'est-à-dire qu'on aura à la fois nos gros céréaliers, mais aussi on aura des maraîchers, alors je dis des petits maraîchers, mais c'est pas péjoratif, sur des petites surfaces tournées vers les circuits courts, tournées vers le local, et tous ces gens-là, il va falloir les accompagner. C'est différent comme... Il y a peut-être aussi une difficulté, parce qu'on a vu avec la vigne, personne n'aurait supposé qu'il y aurait une crise de cette ampleur dans la viticulture, elle est arrivée, donc on ne l'avait pas prévu. Les marchés sont volatiles, c'est aussi ça le problème, chez Rocher. Non. Nathalie. Ah oui, alors bon, moi je vais réagir à ça, parce que moi il y a 15 ans je travaillais sur la viticulture. Et il y a 15 ans, il y avait la crise viticole. Voilà. Qui n'était pas tout à fait la même que celle d'aujourd'hui, mais il y avait la crise viticole il y a 15 ans. Et je me rappelle bien avoir conduit un travail avec un collègue où on montrait effectivement les difficultés qui étaient là. Bon, bref. Aujourd'hui, on est effectivement dans une crise et c'est pas faute d'avoir à un moment donné alerté sur. On sait depuis longtemps qu'en viticulture, à défaut d'avoir reconquis un marché domestique, qui est le marché national. Les courbes de consommation du vin en France, elles sont tout le temps à pente descendante depuis très très longtemps. Du coup, les viticulteurs ont beaucoup été exhortés à exporter. Donc l'exportation est devenue une solution. Je me rappelle très bien d'un président de coopérative qui disait « Si chaque Chinois buvait un verre de vin, on aurait résolu la crise viticole ». Je vous parle d'il y a 15 ans. Chose que peut-être les Chinois ont fait d'ailleurs, du coup, et qu'ils ne font plus, du coup. Et effectivement, en fait, on parlait tout à l'heure de proximité, mais l'économiste que je suis vous dirait que même si effectivement l'idée, ça n'est pas de tout remettre en proximité, les marchés les plus instables sont les marchés internationaux. Pour des tas de raisons, à la fois parce que l'agriculture, je ne vais pas faire un cours d'économie agricole, mais l'agriculture, c'est un secteur d'activité très particulier où les marchés sont hyper volatiles. Pourquoi? Parce qu'en fait, la demande est super rigide, l'offre est super volatile en raison de tas de facteurs, et qui fait que les marchés, vous pouvez prendre n'importe quelle production agricole, voilà, les marchés, ils font comme ça en matière de prix, voilà, et voire même, et je rajoute là-dessus que sur certains marchés, alors c'est pas le cas de la viticulture, mais on a des marchés hyper spéculatifs qui s'appellent des marchés à terme, et sur lesquels il y a de la spéculation boursière, en fait, sur ces marchés-là. Donc, qui participent à cette volatilité. Donc, en fait, l'orientation, dès lors que l'orientation majeure pour sauver une filière, c'est l'exportation, on sait qu'on va se confronter à ça. Et je rajouterai à ça que l'économiste aussi que je suis vous dirait, un marché qui fait toujours ça en matière de prix, vous pouvez être assuré qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le phénomène de retournement de marché.
Et donc le retournement de marché, c'est paf, ça se retourne et ça tombe. Donc il se trouve que ça y est, on y est. On est dans cette phase de retournement parce que la demande est en train de s'effondrer, est en train de changer. Et donc voilà, cette crise, elle s'explique aussi par tout ça. Donc effectivement, du coup, la reterritorialisation peut devenir un moyen de s'assurer au moins un minimum, je dirais, d'assurance d'avoir un marché stable, fidélisé, local, voilà. Et donc je stabilise un peu. Voilà. Ce qui est tout à fait logique. La reterritorialisation, elle présente aussi un autre intérêt. Oui, le terme n'est pas toujours facile à dire. En termes de relation de l'agriculture avec les acteurs, les habitants du territoire, en termes de compréhension et d'acceptabilité des pratiques. Mon ami sociologue Denis Sald oppose souvent le modèle de gestion de l'eau qu'on peut considérer de la société industrielle qui est de l'eau pour les usages au modèle auquel nous devrions adhérer pour le futur, c'est de l'eau pour la qualité de vie. Et vous allez vite comprendre que quand vous voyez un agriculteur irriguer et qu'il irrigue du maïs ou les salades que vous allez retrouver le lendemain dans votre assiette, vous avez peut-être une acceptabilité plus forte pour les pratiques qui vont vous nourrir directement avec des produits de qualité. Et il y a aussi cet enjeu-là dans l'évolution des pratiques agricoles. Moi, je suis OK avec ça parce qu'effectivement, pour avoir travaillé et travaillant sur les circuits courts, à nous, c'est ce qu'on appelle, dans notre jargon à nous, la proximité organisationnelle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une proximité géographique, qu'on tisse avec les citoyens, c'est une proximité relationnelle, un peu presque, je dirais, affective. C'est-à-dire que on arrive à faire comprendre effectivement par la proximité, par le circuit court, ce que c'est que l'agriculture, ses contraintes, ses plaisirs, ses joies, ses rêves, etc. Et donc on arrive à mieux faire accepter un certain nombre de choses, même si j'entends bien effectivement que tout n'est pas acceptable par le citoyen. Et ça, c'est très lié aussi au brassage dans les territoires ruraux des populations. L'arrivée de populations qui sont des urbains, qui viennent vivre à la campagne, qui idéalisent ce que c'est que l'espace rural et qui se confrontent à la réalité de ce que c'est que l'agriculture. Il s'agit effectivement... la proximité permet de dénouer, de décliquer un certain nombre de nœuds qui existent sur ce terrain-là, en tous les cas. Bien, alors je crois qu'on va, avant de donner la parole à la salle pour une série de questions-réponses, c'est pas le moment encore, je sais que vous levez le doigt, mais je voudrais juste faire un petit tour de table et vous demander, puisque c'est l'objet de notre thème, votre vision en quelques mots de l'agriculture de demain, comment vous la voyez. Monsieur Gourgourion, on va commencer par vous. Je sais pas, je vais juste prendre un exemple qui me vient parce que j'ai eu l'occasion de visiter une exploitation cet été qui n'était pas dans la région, qui n'est pas viticole. Mais j'ai trouvé que le modèle qu'ils avaient développé est peut-être le modèle qui, je sais pas, il y avait un mélange de tout, de circuits courts et surtout en fait, c'était un sorte d'écosystème. On partait d'une exploitation laitière qui était en production laitière basique. Et le gars, il a décidé, alors il s'est passé en bio, mais c'est presque anecdotique. Il a ressorti ses vaches au pré, il a mis des arbres fruitiers dans ses prés. Il y a personne qui voulait transformer le lait pour faire du fromage. Ils ont créé un atelier, mais c'est pas lui qui le gère, c'est une autre personne. Et puis il fait du blé. Ils ont commencé à faire de la farine. Et puis il y a un atelier qui s'est ouvert pour faire des pâtes. Ils vendent des pâtes, mais c'est pas lui qui s'en occupe, c'est quelqu'un d'autre qui est venu se greffer autour de cette exploitation. Ils ont lancé un atelier de maraîchage. Lui, il était au milieu, en fait, avec son activité de lait, avec des terres, et il y a des gens qui sont greffés autour. Et j'ai trouvé intéressant, et quand on parle de résistance, c'est vrai que quand on fait un métier, c'est notre métier de vigneron, on a du mal à se dire je vais faire arbo ou je vais me lancer dans la production laitière ou autre. Enfin, laitière, on n'y pense même pas, mais d'élevage, c'est pas évident. On voit ici dans le coin, vous avez c'est la Bolterie, Château de la Bolterie, qui ont développé un atelier d'élevage, mais c'est un
le fils d'un des associés qui a lancé l'atelier, mais je trouve super parce que effectivement ils ont maintenant des porcs en élevage en plein air, quelques poules pondeuses et un maraîchage qui vient s'agréger autour de la viticulture. D'accord. C'est le Voilà. modèle idéal. Alors monsieur moi je suis Rocher, parti à mélanger les trucs, mais voilà. ça. Je suis sur un nuage, là, c'est bien. Oui, je l'entendais, c'est le modèle idéal agrégé autour d'une activité. Voilà. Mais plusieurs. oui, de toute façon, c'est des beaux exemples. Mais je pense qu'effectivement, l'agriculture qu'on va vivre sera sans doute plus plurielle que ce qu'on a vécu jusque-là avec la monoculture. Mais j'oppose pas circuit court à vente en circuit long. J'ai des exploitations qui vivent très bien avec les deux formules. Une partie en circuit court, une partie en circuit long. Parce que faut pas oublier que tout le monde n'est pas fait pour le circuit court. Hein. Il faut transformer, il faut vendre, il faut accueillir les clients, il faut aller leur vendre. Et connaissant certains de mes agriculteurs, ils préfèrent livrer à la COP. Hein. Circuit court, c'est un package. C'est pas que dire je vais m'assurer un revenu. Il faut être bien dans sa tête pour faire du circuit court. Donc il faut, voilà. Ma vision, c'est plutôt quelque chose un partage, quoi. Mais c'est un peu celle de M. Gongouriot aussi. Nathalie. Voilà, voilà, la plupart des agriculteurs, de toute façon, ils hybrident. Hein, ils sont pas 100% circuit court. Mais alors, j'appelle de mes voeux ce que dit François Rocher. La seule chose, c'est que moi, pour l'instant, ce que j'observe, et c'était le débat que j'avais tout à l'heure, hein, c'est que cette notion de coexistence, pour l'instant, on n'y est pas. C'est-à-dire qu'il y a un modèle agricole qui existe et il y a un modèle agricole qui essaie d'exister. Voilà. Et du coup, j'appelle de mes voeux cette coexistence, ce processus de coexistence. Mais pour ça, je pense effectivement qu'il va falloir aider, enfin accompagner fortement la possibilité de cette coexistence. Donc moi, j'appelle de mes voeux effectivement le fait que des agriculteurs comme monsieur puissent, voilà, et le modèle que vous avez donné tout à l'heure, que je vois beaucoup aussi se développer. Donc je suis très optimiste, moi, en fait. La seule chose qui me gêne, c'est que effectivement, il n'y a pas la feuille de route, et comme il n'y a pas la feuille de route, il n'y a pas les moyens. Comment compléter ces propos? C'est à vous de vous Non, débrouiller. je ne peux qu'essayer de les résumer. Parce qu'en fait, ce qu'on souhaite, c'est une agriculture qui ne mette pas tous ses œufs dans le même panier. En fait, une agriculture qui soit résiliente parce que diversifiée. Et qui soit de ce fait en capacité de surmonter les crises. On l'a évoqué, c'est que la spécialisation, elle vous fragilise en cas de crise, et notamment en cas de sécheresse. Et donc, une agriculture diversifiée doit nous permettre de surmonter plus facilement, collectivement, les crises. Bien, merci à tous les quatre. On va consacrer un petit quart d'heure aux questions de la salle. Monsieur, oui, vous ouvrez. Oui, bonjour. Dominique Nicolas, je suis le coprésident de l'association Crépac. Je voudrais rebondir sur ce qui a été dit et sur ce qui a été dit dans l'après-midi, puisqu'il y a eu des retours, des groupes de travail sur la précarité alimentaire, sur les expérimentations de sécurité sociale de l'alimentation. Il faut en fait, à un moment donné, si on veut une transformation profonde du modèle agricole, il faut redonner le pouvoir aux citoyens, les citoyens qu'on appelle des mangeurs. Nous sommes tous des mangeurs. Or, les mangeurs, actuellement, ils sont dépossédés de leur capacité d'agir sur ce système alimentaire mondialisé. Lorsque vous rentrez dans un supermarché, vous avez des tas de produits. Vous pensez avoir le choix. Vous n'avez pas le choix. Vous avez le choix de produits qui sont là parce qu'il y a des grands groupes industriels. Il y a tout en amont, il y a une organisation du système alimentaire qui vous donne des produits qui ne sont pas nécessairement des produits des agriculteurs du coin. Hein, ça fait des milliers de kilomètres. À un moment donné, il faut instaurer la démocratie alimentaire. Ce sont les politiques publiques qui doivent redonner le pouvoir aux mangeurs. Et ce mangeur, eh bien, c'est les mangeurs qui vont se dire qu'est-ce que je veux dans mon assiette. Oui, ce qui est le cas ici, puisqu'il y a un programme alimentaire. C'est un constat. Est-ce que vous avez une question? Non, mais la question, c'est je réagis, c'est-à-dire que la discussion devrait porter comment on redonne le pouvoir aux mangeurs. C'est le mangeur qui va décider qu'est-ce qu'il veut dans son assiette. Est-ce qu'il veut des produits locaux, de qualité? Voilà, ça détermine quelle politique agricole on doit en faire. Conrad va vous répondre, monsieur. Voilà. Et donc c'est à partir de là qu'il faut raisonner. C'est-à-dire c'est un changement sociétal. On va vous répondre, monsieur. Alors,
Bon, on se connaît avec Dominique, donc je ok. connais effectivement sa position, à laquelle j'adhère d'ailleurs. Et je rajouterai, en fait, ce que tu appelles, enfin, c'est la démocratie alimentaire, c'est ce qu'on appelle la démocratie alimentaire, c'est retrouver cette démocratie, enfin, retrouver l'heureux, à mon avis, on peut l'enlever. En fait, je rajouterai une chose, moi, c'est que dans les démarches alimentaires ou les projets alimentaires territoriaux, et je dis ça souvent, alors je radote un peu, c'est souvent on fait porter le changement sur les deux bouts de la chaîne. D'un côté, le producteur, c'est ce qu'on vient de faire, c'est les producteurs, faut qu'ils changent, voilà, ok, et ça c'est vrai, il faut qu'ils changent. Et puis les mangeurs, on leur dit, non mais les mangeurs, attendez les gars, vous avez vu ce que vous mangez ? Vous avez vu aussi, c'est un peu à cause de vous, parce que vous mangez n'importe quoi, vous mangez les trucs là, vous allez, 80% de la consommation est en grande surface, vous mangez donc des produits hyper transformés, faut savoir que 90% des produits agricoles sont transformés par l'industrie agroalimentaire, donc on met le coup sur les deux bouts là, et on leur dit, les mangeurs, on va vous sensibiliser, voire même on va vous éduquer à bien manger, d'accord ? Et je suis d'accord avec Dominique de dire que, en fait, le mangeur, il n'a pas tellement le choix, il est tellement encastré dans des contraintes qui sont, il a le logement à payer, il a des injonctions diverses et variées, manger 5 fruits et légumes, manger sain, manger pas de la viande, manger, bref, et il est coincé là-dedans. Bon, et j'ai envie de dire que, en fait, on oublie une chose, c'est que quand même le système alimentaire, c'est pas les producteurs et les mangeurs. Ça, c'est les circuits courts, très courts même. Et là, je vais vous dire que souvent, les producteurs, ils ont changé, et les mangeurs, ils ont changé. Et le vrai système alimentaire, c'est il y a des producteurs, il y a des industries agroalimentaires, 1, 2, 3 transformations des fois, 4, 5, et puis il y a la grande distribution. Voilà. Et en fait, voilà, moi je dis que ce qu'il faudrait rajouter un peu aussi, c'est cette prise de conscience que si on veut changer le système, il faut qu'aussi il bouge. Faut que ça bouge là. Ou alors, faut qu'on s'en passe. Et là, j'avoue que ça c'est le circuit court. Voilà, et c'est le circuit très court. Donc si on veut s'en passer, alors il faut promouvoir les circuits courts. Et si on ne veut pas s'en passer, il faut quand même les exhorter et faire la même pression, si j'ose dire, sur ces acteurs-là, qui sont des acteurs qui, effectivement, nous entraînent dans ce système qu'on ne veut plus ou qu'il ne faut plus avoir. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui. Bonjour et merci pour vos interventions. Une petite remarque à Nathalie Corrade et une petite question. La remarque, c'est que les Chinois, je crois qu'ils continuent de consommer du vin, mais le produisent aussi. Oui, c'est ça. Et le produit surtout maintenant. La question, elle est dans la continuité un peu de la question de Dominique Nicolas. Est-ce que ça serait possible, et comment, de sortir de la spéculation sur l'alimentation, sur les produits alimentaires? C'est une petite question, je disais. Oui, merci. Sur le marché international ? Voilà, une mercuriale locale, est-ce que c'est envisageable? Comment? La réponse est le circuit court, je pense, c'est ça, Nathalie. Moi, oui, pour moi. Une partie. En tous les cas, si on ne veut pas subir la spéculation sur les marchés, il faut éviter effectivement d'aller sur ces marchés qui sont hyper spéculatifs, et donc il faut retrouver des marchés plus domestiques qui sont fidélisés. Alors c'est vrai que Dominique, il est intervenu par exemple, et effectivement ce qu'il convoque finalement dans son appel, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la sécurité sociale de l'alimentation, c'est-à-dire un système dans lequel effectivement un minimum de la consommation que l'on aurait, je passe le modèle, Dominique, évidemment, mais je veux dire qui nous assure qu'un minimum, que on va plutôt aller consommer des produits dont on considère que d'abord la qualité, la salubrité, etc. est avérée, qu'ils sont locaux, etc., qu'ils sont durables. Voilà. Donc, est-ce que c'est ça la solution? Moi, je laisse les expérimentations se faire en tous les cas. Et en tout cas, le côté plus local et plus de proximité me semble effectivement une solution qui permet d'éviter, en tous les cas, ces phénomènes de spéculation. Oui, mais l'agriculture est devenue une matière. En fait, l'histoire de l'agriculture, c'est
l'agriculture est devenue la matière première, une activité de fourniture de matières premières de l'industrie agroalimentaire. Enfin, les faits sont têtus. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Hein, quand 90% des produits agricoles sont transformés, soit par l'industrie, même plus, hein, soit par l'industrie agroalimentaire pour le gros, soit par l'industrie chimique et pharmaceutique, je suis désolé, l'agriculture est devenue une matière première. Et résultat des courses, c'est bien pour ça que l'agriculture ne récupère pas la valeur ajoutée, puisque ce n'est pas elle qui met la valeur ajoutée sur les produits alimentaires. Et c'est pour ça que les agriculteurs se retrouvent souvent en difficulté, hein, parce que c'est pas eux qui récupèrent la valeur ajoutée. Et la loi Egalim n'a pas réglé le problème, Nathalie ? Non, pour l'instant, il semblerait que non. Voilà. Bon, il y a d'autres questions ? Pour faire suite à ce qui a été dit précédemment, là, est-ce que ce serait pas bien qu'il y ait un collège consommateur dans les chambres d'agriculture ? Parce que ça permettrait d'avoir une réflexion, une prise de conscience, hein, au niveau des modèles agricoles et surtout sur la qualité des produits fournis. Merci Michel pour la belle question. Donc depuis la dernière mandature, il y a une place qui est réservée à la Chambre d'agriculture pour une association de consommateurs. De mémoire, je ne les ai jamais vus venir siéger parmi nous, mais au moins le législateur a prévu la place. Mais l'idée, oui, elle est bonne. Oui. Encore faut-il venir siéger, c'est ça ? Oui, voilà, aussi après. Oui, et que les élus leur laissent de la place aussi, parce que si c'est pour faire une tapisserie. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui, madame. Bonjour. Pour une agriculture demain, on n'a pas évoqué les départs à la retraite des agriculteurs, c'est 1 sur 2. Donc la Haute-Gironde n'est pas épargnée. On ne parle pas de rendre désirables les métiers de l'agriculture. On a posé la question, oui, justement, de la désaffection, des intérêts, justement, de la main-d'œuvre. Alors, effectivement, la question a été posée. La main-d'œuvre, mais aussi les exploitants, enfin des jeunes qui s'installent, et le hors-cadre familial. Parce qu'on parle des jeunes qui reprennent, mais il y en a beaucoup qui ne veulent plus reprendre. Les parents n'ont pas forcément envie que leurs enfants reprennent, parce que ce sont des métiers difficiles et qui ne sont pas forcément valorisés socialement. Oui. Comment est-ce qu'on rend désirables les métiers de l'agriculture et comment on donne envie à des jeunes et comment on rend accessible en fait de s'installer, parce que le coût de s'installer, c'est un vrai sujet. Il y a énormément, enfin dans l'actualité, on entend parler de tous les plans sociaux à droite et à gauche, mais on a besoin de personnes dans l'actualité dans l'agriculture. Oui, c'est un vrai sujet. Monsieur Rocher, peut-être vous pouvez répondre. Avant, on répondait simplement à ça. Bon, un agriculteur qui arrête, le voisin reprend la place. Hein. Ça a été pendant longtemps la chose la plus simple à gérer, c'était par le grossissement. Bon, malheureusement, c'est plus d'actualité. La deuxième chose que je veux dire, bon, je suis tout le temps dans les fermes. Pendant longtemps, quand on parlait aux parents, c'était de dire mes enfants ils feront tout sauf agriculteurs. Hein. C'était vraiment devenu le dernier métier du monde et certains n'ont pas repris parce que les parents ont tout fait pour qu'ils ne reprennent pas. Indépendamment de ça, on a quand même dans les lycées agricoles, dans nous le point info installation, je vois pendant la foire de Bordeaux, on fait on fait venir des jeunes pour parler des métiers de l'agriculture. Il y a un intérêt au départ. Hein, même de gens qui ne sont pas de l'agriculture, de jeunes qui s'intéressent, qu'on voit nous au point info installation, il y a 200, 300 jeunes qui viennent, mais ça ne se concrétise pas. C'est-à-dire qu'effectivement, entre l'envie qu'ont des jeunes de devenir agriculteurs et la réalisation, il y a quelque chose qui se passe mal. Alors, on a voulu, on va prendre l'exemple du maraîchage, hein, il y a 10 ans de ça, tous ceux qui voulaient être maraîchers en Gironde, allez vas-y, fonce, tu seras maraîcher. 42% d'échecs 3 ans après. C'est-à-dire que il faut qu'on fasse gaffe quand même quand on lance des jeunes que ça se passe bien. Donc effectivement, il faut que ça soit vivable, hein, que les exploitations qu'on leur propose soient de dimension humaine, qu'ils puissent en vivre. Enfin voilà, il y a tout un tas de préalables. On a peut-être été trop rapide là-dessus. Je pense que des gens qui veulent tenter l'aventure agricole, il y en a, mais
peut-être qu'on les accompagne pas assez pour après faire des choses qui réussissent. Et est-ce que c'est le tutorat avec des anciens? Est-ce que c'est il y a plein d'idées peut-être à imaginer, ou c'est du collectif comme on a parlé tout à l'heure. Voilà, il y a des choses. Je dirais pas qu'au départ ça intéresse pas, ça intéresse, mais on n'arrive pas à concrétiser. C'est ce maillon-là qui fonctionne pas. Je peux juste compléter, parce qu'on a conduit un travail il y a quelques années de ça, à la demande d'ailleurs de la région et de la Chambre régionale d'agriculture, sur la question de l'installation. Et on nous avait demandé de regarder les dispositifs d'installation qui étaient proposés. Et tout l'accompagnement qui est derrière l'installation. Et en fait, on a été très surpris, même nous, en regardant ça, de voir que... en fait, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'installent sans passer par les dispositifs d'installation classiques, conventionnels. Pourquoi? Parce que, donc on a fait une enquête évidemment, parce que en fait, les dispositifs d'installation tels qu'ils sont pensés jusque-là ne correspondent pas au projet de ceux qui veulent s'installer, des porteurs de projets. Et donc, par exemple, tu me dis si je dis des bêtises, mais je connais pas hyper bien le système, mais par exemple sur la dotation jeune agriculteur, on la donne, et à un moment donné, il faut que le jeune, il puisse montrer qu'il se sort l'équivalent d'un SMIC au bout de 3 ans ou 5 ans, d'accord? Voilà. Une étude qui a été faite il y a quelques années de ça sur les circuits courts, justement, qui a été faite à échelle nationale, portée par le ministère de l'Agriculture, montre que quelqu'un qui veut s'installer en circuit court, c'est 7 ans le retour. Le retour, voilà, c'est pas ni 3 ni 5, c'est 7. Donc, résultat des courses, ces gens qui portent par exemple des projets comme ceux-là, en fait, ils sont pas raccord avec les dispositifs. Et on pourrait rajouter plein d'autres choses, c'est-à-dire la façon dont eux, ils veulent porter les choses. Et du coup, en fait, c'est ceux qu'on appelle notamment les non-issus du monde agricole et qui sont souvent en reconversion. Peut-être que vous en faites partie, j'en sais rien. En fait, ils se reconnaissent pas dans les dispositifs tels qu'ils sont posés, en fait. Alors du coup, il existe des systèmes. On a un collègue qui a travaillé dans le cadre d'un programme de recherche qui s'appelle Microagri sur de nouvelles formes d'accompagnement. Et effectivement, alors ils sont plus des nouvelles formes aujourd'hui, qui sont le compagnonnage par exemple, où effectivement il y a des gens qui se sont installés sur des projets dits, je mets plein de guillemets, alternatifs, et du coup il y a un compagnon qui va accompagner donc un nouvel arrivant, etc., etc. Donc il y a plein de systèmes qui se mettent en place à côté effectivement des dispositifs conventionnels et qui échappent un peu finalement à la visibilité de l'installation. Je voulais témoigner un petit peu de ça parce que c'est intéressant de voir ces changements aussi. Oui, bonsoir. Moi, je voudrais rebondir sur votre question. Donc, je suis maraîcher en Nord-Gironde. Je suis installé donc sur une micro-ferme et je fais partie donc de tous ces néo-ruraux qui s'installent à la campagne. Je voulais reparler un petit peu des statistiques. Là, on dit souvent là, il faut installer des maraîchers. Moi, je trouve l'inconvénient majoritaire qui se pose, c'est la commercialisation en fait. C'est qu'en fait aujourd'hui, installer du monde, nous on en voit beaucoup passer. On a des stagiaires, on a plein de gens qui passent sur notre ferme. On a des gens motivés. Alors, il y en a pas mal qui n'aboutissent pas parce qu'ils se rendent compte de la réalité du boulot. Moi, je pense que je mettrais un petit bémol sur vouloir installer aujourd'hui de nouveaux maraîchers, enfin de nouveaux agriculteurs en circuit court. C'est voué à l'échec parce que les consommateurs sont pas là en fait. Aujourd'hui, moi, j'estime, et c'est ce que je vois autour de mes collègues, j'estime on touche à peu près 5% de la population. Donc 5% d'une aire urbaine quand on est sur Bordeaux, ça fait du monde, mais 5% quand on est ici à la campagne, en fait, on touche relativement peu de monde. Et nous, là où on est installé, on ne pourrait pas se permettre d'installer 10 maraîchers comme nous, parce que la demande en fait du citoyen lambda, elle est pas là aujourd'hui. D'accord. Moi, juste, je réagis à ça, c'est que moi, je suis complètement d'accord avec l'idée que installer pour installer. Alors, moi, j'ai vu sur plein de projets alimentaires territoriaux, puisque j'étudie les projets alimentaires territoriaux de Nouvelle-Aquitaine en particulier. Les premières choses, effectivement, qui étaient mises en place dans les PAT, c'était installer. Ouais, mais installer, effectivement, pour moi, installer, c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aller au bout du bout. Si on installe des agriculteurs pour effectivement, dans le cadre de projets alimentaires territoriaux, donc pour se tourner plutôt vers les besoins de la population locale, alors faut aller jusqu'au bout et donc jusqu'à la commercialisation. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Ouais.
Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Puis on va s'interrompre. Une dernière question, monsieur. Allez-y. À la GAP, Association girondine pour l'agriculture paysanne, on reçoit une bonne centaine de porteurs de projets. Et alors, ce qui apparaît le plus souvent, c'est comme frein à l'installation, c'est l'attractivité du territoire. Ouais. Et il y en a beaucoup qui s'installent dans le sud Gironde parce qu'ils trouvent quelque chose qui leur convient. Donc c'est pour ça, quand on intervient au niveau de la Cali, Bordeaux Métropole, il n'y a pas de souci, mais sur les territoires, c'est que les élus aient conscience de bien valoriser leur territoire, c'est-à-dire au niveau des écoles, au niveau associatif, enfin tout ce qui peut intéresser les nouveaux agriculteurs qui ne sont pas forcément issus du monde agricole. Ensuite, donc, il y a le problème du foncier. Hein. La difficulté d'accéder au foncier, alors au niveau de la recherche, et puis après, souvent au niveau du prix, et un foncier donc avec de l'eau pour des maraîchers ou d'autres productions, c'est pas toujours évident. Donc ça rebute, on en perd encore des producteurs. Ensuite, quand ils sont installés, alors les investissements aussi, parce que s'installer en agriculture, si on veut produire, ça demande des investissements qui sont relativement importants. Hein, ça coûte plus cher qu'un stylo, voilà, hein, ou que je ne sais, voilà. Et donc il y a ça qui est fait. Et bien souvent, ceux qu'on reçoit, eh bien, ne prétendent pas à la DGA. Hein, donc ça fait partie du frein, voilà. Et après, en dernier lieu, c'est le manque, s'il y a autant de pertes quand ils sont installés, c'est le suivi à l'installation. Parce qu'il se pose tellement de problèmes qui n'ont pas été abordés en amont. C'est pour ça qu'on fait un stage de l'idée au projet qui dure une dizaine de jours pour essayer d'embrasser très large tous les problèmes d'installation. Et on s'aperçoit qu'il y a encore des carences et il faut les aider pour chercher toutes ces informations. Voilà. Alors, tant que j'ai le micro, je voudrais en profiter. Il y a un point qui me semble qui n'a pas été abordé pour stocker l'eau, c'est l'humus. J'avais un peu évoqué, en disant augmenter sur le taux de matière organique. Voilà, c'est quand même primordial. Et moi, je vois par expérience, je me suis installé dans les années 76, hein, c'était une vigne blanche où le terrain était complètement lessivé, hein, c'était à peu près le carrelage, là. Même c'était, hein, sinon un petit peu plus meuble, et avec une augmentation d'humus, eh bien j'ai eu de l'herbe qui était haute comme ça. Hein. Voilà. Et ça, je pense, parce que ça maintient l'humidité, ça fertilise le sol, et c'est ce qui permettra quand même, parce que le taux d'humus, il a quand même été divisé par 2 en 30 ans. Hein. Donc je pense que le problème essentiel au niveau de l'agriculture, si on veut produire, c'est aussi l'humus. Bien, merci. Il faut faire de l'agroécologie. Merci beaucoup. J'ai moi-même été ravi d'animer ce débat. Je voudrais remercier Vous avez une question, c'est ça? Pardon, une dernière question, parce que je crois qu'il faut clore le débat, c'est l'heure. Donc une dernière question, monsieur. Ce sera une remarque rapide. Je suis porteur de projet pour une installation. Alors je ne compte pas sur cette future installation pour gagner ma vie, mais enfin j'espère qu'elle sera économiquement viable. Il s'agira de créer une livrée sur la commune de Cubzac-les-Ponts. Je suis un néophyte complet. J'ai été très bien accueilli par le territoire pour pouvoir m'installer. Et voilà, je tenais quand même à le dire. La remarque que je voudrais faire, c'est que pour moi, c'est une aventure entrepreneuriale. Et finalement, si je me casse la figure, c'est que j'ai pas réussi. Parce que j'avais pas les consommateurs en face, j'ai mal fait mon étude. Et moi, ce que j'ai du mal à comprendre en tant que néophyte, c'est que j'ai l'impression qu'on veut forcer l'installation des agriculteurs. Il faudrait que forcément un agriculteur installé ait du succès. Mais si on est dans un marché mondialisé et si 90% des matières agricoles sont transformées et si la valeur ajoutée se fait plutôt par les gros acteurs, bah forcément il reste des miettes pour les autres dont je vais faire partie. Et il faut aussi accepter que ce soit une aventure entrepreneuriale avec le risque d'échouer. C'est pas parce qu'il y a de la terre, de l'eau, du soleil que forcément, au bout du compte, il y a de l'argent. Et j'ai le sentiment que, je sais pas, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas forcément cette prise de conscience du risque d'échec. Voilà. Bah, c'est une remarque qui vous honore, en tous les cas.
Oui, allez-y. Je peux juste dire quelque chose par rapport à ça. Moi, j'aime bien finalement l'intervention parce que moi, je dis souvent que pour pouvoir effectivement aussi changer, enfin voilà, aller vers le changement, il faut expérimenter. Et je suis assez d'accord il faut accepter la prise de risque du coup. Et en même temps, en disant ça, je comprends que les gens qui accompagnent, ces gens qui veulent s'installer, un échec, c'est un échec, quoi. Voilà, et donc c'est vécu comme un échec. Mais du coup, c'est là où je trouve que il faut accepter d'accompagner, y compris des gens dont on n'est pas complètement sûr qu'ils vont arriver au succès. Et c'est pour ça que je suis assez d'accord avec ça. Et j'ai tendance à penser que, voilà, on a plutôt tendance, et on le voit bien aussi dans d'autres domaines que l'agriculture, à aider ceux dont on est à peu près sûr qu'ils vont réussir. Or, moi, je pense qu'il faudrait aider ceux dont on est assuré que leur projet risque de ne pas réussir si jamais on ne les accompagne pas. Voilà, c'est ma façon de voir les choses. Bien, ce sera le mot de la fin. Je voudrais remercier les intervenants pour la pertinence de leur intervention. Vous remercie à vous d'avoir été là, présents et écoutés. Merci aux organisateurs qui m'ont accepté, qui m'ont permis de présenter ce petit débat. Et je vous invite, je crois, au petit pot qui est prévu après cette table ronde. Merci en tous les cas à tous.